Bonjour à tous. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Donc, je pense qu'on aura cette tâche de discuter sur l'attractivité du marché financier. Mais déjà, d'entrée de jeu, il faut savoir que le marché financier, comme on l'a dit dans le premier panel, il existe depuis 25 ans. Toutefois, il reste encore un mystère pour beaucoup de plus de personnes. Malgré la pluralité des produits qui existent, certains chercheurs, et même on l'a dit lors de ce premier panel, qu'il faut encore créer des produits innovants. Alors, est-ce qu'il existe vraiment un plan d'action à mettre en place pour rendre ce marché financier attractif? Je pense que ce sera le thème de notre panel de ce jour dont nous allons parler. Alors, donc déjà pour commencer, je pense que je vais inviter mes panélistes. Pour commencer, ok. Alors, elle est diplômée de l'Université Paris-Dauphine et cumule plus de 15 années d'expérience. Elle a commencé sa carrière en France chez BNP Paribas dans le secteur bancaire, puis dans un groupe franco-allemand en tant que responsable clientèle. De son retour en Côte d'Ivoire, elle va occuper plusieurs fonctions, dont responsable des opérations pendant plus de 3 ans, responsable des marchés des capitaux pendant plus de 5 ans. Et depuis 2017, elle est la directrice générale de la LGO NCA Asset Management. Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir Eliane Elagba, s'il vous plaît. Oui, installez-vous. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation. Actuellement, directrice générale de la SGO, de la SGI, pardon, de Société Générale, c'est-à-dire Société Générale Capital Security West Africa. Elle est diplômée de l'UCAO en gestion économique et juridique des biens immobiliers, puis de l'INSEC Business School, où elle obtient son master en gestion des biens immobiliers et gestion d'actifs. Elle débute sa carrière en tant qu'analyste junior chez NCA Finance, puis front office manager chez City Finance, pardon. Elle va par la suite être Country Head of Security Service chez Société Générale, toujours dans la même LGO, pendant plus de 5 ans avant d'être nommée directrice générale de la LGO, exactement de Société Générale Asset Management. Elle est depuis septembre 2020 la directrice générale de la LGI de la Société Générale, que je vais appeler Société Générale Capital Securities. Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir Orphée Monekebe, s'il vous plaît. Alors, anciennement DGA de Artebus au Maroc pendant plus de 7 ans, il est depuis décembre 2016 directeur général de Asdi Jariwafa Securities, West Africa. Il est diplômé d'INDESS en gestion des patrimoines à l'Université de Rennes 2 et il cumule plus de 25 années d'expérience dans le secteur du marché financier. Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir M. Mohamed Lemridi, s'il vous plaît, sous vos ovations. Alors, il n'y a plus à présenter, toutefois, comme le demande la coutume, on va le présenter. Il est diplômé de l'Université de Michigan, où il a obtenu un master en administration publique avec une spécialisation en gestion des risques financiers et en planification stratégique, et aussi de l'Institut politique et économique de toujours de Michigan. M. Stanislas Zézé a également étudié le droit des affaires à l'Université de Nantes en France. Et il a une très riche expérience en gestion des risques financiers. Il a aussi été en 2016, surtout en avril 2016, fait la couverture du magazine Forbes Africa. Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir que je vais appeler Stanislas Zézé, s'il vous plaît. Bon, le dernier intervenant, je pense qu'il n'a pas pu être là pour cause de maladie, mais il nous suit depuis Lomé. Ok, très bien. Alors, Mabouba Diaye a depuis le 15 juillet 2020 à la banque d'investissement en tant que vice-président, mais il a eu une très riche carrière, surtout passant dans le monde des finances en investissement, surtout. Il a été à Crédit Suisse, il a aussi été en France, il a été, je vais dire, quasiment dans presque tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Il a occupé plusieurs fonctions, parmi lesquelles nous pouvons citer le poste de directeur de contrôle et de l'évaluation de crédit à Londres, ensuite à Crédit Suisse, et là, il a aussi été directeur régional, puis responsable du groupe corporate dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest,
Alors, au cours de sa carrière, il a établi un vaste réseau de relations professionnelles avec de nombreux pays et de principales institutions financières régionales et même internationales dans plusieurs pays de ce continent. Mesdames et messieurs, je pense qu'il nous suit déjà en ligne, donc je pense qu'on va faire juste des ovations pour Dr Mabouba Diaye. Bonjour, docteur. OK. Très bien. Alors, donc, on va parler dans ce panel de l'attractivité des marchés financiers. Comme on le disait tout à l'heure lors du premier panel, on a parlé de tout ce qu'on pourrait dire. Il a aussi ressorti le fait que, écoutez, le marché financier, comme beaucoup pourraient le constater, reste toujours un mystère. Mais on va échanger dans ce panel sur plusieurs axes, parmi lesquels nous allons commencer avec le premier, on aura une intervention de 3 personnes, à savoir la DG de la SGI de Société Générale, Orphée. Ensuite, on aura Mohamed Lemridi qui va aussi intervenir sur ça. Et enfin, le docteur Diagne Mabouba qui va intervenir sur cette première question. Donc, la question que je vous pose est de savoir quels sont les axes clés pour améliorer et renforcer l'attractivité des marchés financiers. Donc, on va commencer par vous, Orphée. Alors, bonjour à tous. Et je voudrais saisir l'occasion pour dire merci à ceux qui ont initié cet événement que nous avons aujourd'hui, cette journée débat, et puis à l'implication de tous les acteurs du marché financier qui y participent, notamment ceux de ce panel. Pour répondre à cette première question sur les axes clés d'amélioration de l'attractivité du marché financier, j'aimerais quand même revenir sur la définition de ce que c'est que l'attractivité d'un marché. Moi, je définis l'attractivité du marché financier comme étant la capacité à attirer et retenir des investisseurs, qu'ils soient locaux ou internationaux, sur un marché, de façon à ce qu'ils contribuent à son développement et au financement de l'économie en général. Pour parler de façon plus précise, je dirais que c'est cette capacité-là à apporter de la valeur ajoutée à un marché, c'est cette capacité à apporter des solutions, maintenant on parle de solutions plutôt durables, et d'apporter des solutions qui sont innovantes et qui sont dans une constante amélioration. Et donc, pour revenir aux axes clés de développement et qui permettent de renforcer cette attractivité du marché financier, je parlerai tout d'abord de la capacité à établir un cadre réglementaire approprié au marché et à l'environnement local, et également la capacité à mettre en face des investisseurs des produits et des services qui soient le plus diversifiés possible. C'est dire qu'aujourd'hui, on a un grand besoin d'avoir des instruments financiers qui répondent aux besoins de nos investisseurs. Et puis également, avoir des acteurs qui sont professionnels et qui sont engagés. Nous, aujourd'hui, SGI, SGO et tous les acteurs commerciaux du marché financier, les agences de notation, tous ceux qui sont acteurs du marché ont cette responsabilité lourde de travailler avec beaucoup de professionnalisme, de rassurer les investisseurs et aussi tous les partenaires du marché. Je mentionnerai également d'avoir une fiscalité attractive. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas mettre des produits sans intégrer l'aspect de la fiscalité. Et aujourd'hui, c'est plus que jamais nécessaire pour nous qui avons un marché sous-régional qui intègre quand même 8 pays. Et puis, donner un accès beaucoup plus, je dirais, diversifié et aisé aux investisseurs et aux acteurs. Il y a le projet de la bourse en ligne, c'est vrai que nous jouons, ou que nous qualifions en tout cas comme étant un projet majeur, c'est le cas, mais c'est pour moi des éléments, je dirais, basiques sur un marché, d'avoir un téléphone et de pouvoir accéder au marché financier, acheter ses titres en bourse, pouvoir router ses ordres aisément. Donc c'est dire qu'on devra apporter en tout cas beaucoup plus de solutions de ce type, qui intègrent la digitalisation, de façon à ce que notre marché soit le plus accessible, le plus ouvert possible. Il faut aussi parler des politiques qui sont nécessaires pour capter l'investissement des internationaux. Dans une vie plutôt antérieure, j'ai eu à fréquenter et à gérer les investisseurs internationaux. Je dois dire que nos politiques internes ne sont pas encore pour le moment adaptées, notamment en termes de politique de change, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que les investisseurs internationaux, quand ils arrivent après l'achat, il faut derrière penser
au rapatriement des fonds lorsqu'il y a des ventes ou réceptions d'intérêts et de dividendes, donc de revenus sur les titres. Et notre politique actuelle sur l'échange de devises n'est pas de nature à favoriser et à attirer ces investisseurs internationaux ou de façon à les retenir en tout cas sur notre marché. Il est important également d'intégrer l'aspect de l'amélioration de la transparence. Quand je parle de transparence, on sait tous que l'efficience d'un marché intègre beaucoup la transparence de ce marché, avoir des informations qui sont disponibles aux investisseurs et aux acteurs, avoir des informations qui circulent librement et selon des règles bien établies, qui demandent aussi un certain professionnalisme. Et puis également, on va mentionner l'aspect de la notation. Ça fait partie des grands points de la transparence du marché, pour ne pas citer quelqu'un qui va forcément en parler. Mais c'est important de recourir en fait à la notation financière sur nos marchés. Également, améliorer la fluidité du marché, les délais de règlement des transactions, le cycle de marché. Aujourd'hui, le dépositaire central travaille à réduire ce délai, ce cycle du marché qui est aujourd'hui à T+3. C'est louable, mais il faut qu'on arrive à un marché qui se dénoue à T ou à T+1. Il faut qu'on y arrive. C'est important parce que ça va fluidifier les choses et ça va attirer beaucoup plus d'investisseurs qui sont habitués à des marchés plutôt sophistiqués. Et enfin, je parlerai de la protection des investisseurs. On ne peut pas parler d'attractivité s'il n'y a pas de protection des investisseurs sur le marché. C'est vrai qu'il y a le projet du CREPMF sur le fonds de protection des épargnants, mais ce n'est pas tout. La protection des investisseurs, ce n'est pas seulement le point du gendarme du marché, mais c'est aussi le fait des acteurs que nous sommes. Avoir de l'épargne publique que nous collectons, que nous investissons pour le compte d'eux, nous devons en prendre soin. Donc avoir un certain professionnalisme que nous mettons en œuvre, une certaine intégrité de façon à rassurer l'ensemble des investisseurs de notre marché financier. Et enfin, le couple coût-rentabilité. Est-ce qu'aujourd'hui, les produits et services que nous mettons à disposition des investisseurs ont un coût qui soit attractif? Ou est-ce que ces coûts-là sont plutôt dissuasifs? Et c'est vraiment cet aspect qu'il faut regarder. Est-ce que les coûts que nous appliquons permettent d'associer une rentabilité raisonnable pour les investisseurs? Voilà pour ma part, en tout cas, pour commencer les actes que je citerai. Merci beaucoup, Madame Kébé, pour votre intervention. Je pense qu'on va maintenant laisser M. Mohamed Lemredi, qui va aussi donner son avis sur les axes clés pour améliorer et renforcer l'attractivité des marchés financiers. Oui, bonjour à tous. Merci, modérateur. Je crois que ma consoeur a tout dit. Elle n'a rien laissé à dire. Elle a énuméré tous les axes. Moi, je voudrais juste ajouter quelques points en tant qu'acteur. Je voudrais parler tout d'abord des freins à l'investissement dans notre région, surtout pour les investisseurs étrangers. Comment rendre notre place attractive? Les ingrédients, ils ne sont pas nombreux, il y en a 3. Tous les investisseurs cherchent ce qu'on appelle le triangle magique, à savoir la rentabilité. Je commencerai plutôt par la sécurité d'abord, c'est plus important. La liquidité et ensuite la rentabilité. Donc tout le monde est concerné. Quand on parle de la sécurité, il y a l'État qui est concerné. Il y a les acteurs du marché, tout le monde doit apporter sa pierre à l'édifice pour rendre notre marché attractif. Donc l'État, il doit garantir une politique monétaire stable, par exemple. Il doit garantir la stabilité politique du pays pour attirer ses investisseurs. Ça ne marche pas? Allô? Ça marche maintenant, c'est bon. Donc je disais, l'État aussi doit jouer son rôle de stabilisateur de la politique monétaire et même de la politique en général, pour pouvoir attirer ces investisseurs dans notre région. Il y a le régulateur du marché, il y a la commission bancaire de la Banque centrale, et on a beaucoup d'intervenants. Il y a les structures centrales qui sont concernées aussi, la bourse et le dépositaire central. Et bien sûr, il y a nous, les intermédiaires financiers qui sont sur le marché. Donc tout le monde doit apporter sa pierre à l'édifice par la transparence, par la rigueur, l'efficacité, et enfin présenter tous les ingrédients pour attirer les investisseurs. Triangle magique. Donc c'est la sécurité. Lorsqu'un investisseur vient investir son argent, il faut que la place soit sécurisée. Ça veut dire, si je investis demain et aujourd'hui, est-ce que demain j'aurai mon argent? C'est la première question qui se pose. Pour la liquidité, si je vends, est-ce que je vais trouver un acheteur rapidement?
vendeur rapidement. C'est cette question que posent les investisseurs. Nous, on a chaque jour des échanges avec eux. Donc, c'est l'occasion pour vous remonter aussi ces échanges-là. Donc, c'est ça les freins pour moi, pour les investisseurs. Pour le troisième point qui reste, le rendement, normalement, ce n'est pas un ingrédient obligatoire parce que si on réunit juste les deux ingrédients, c'est déjà pas mal. Parce que c'est la place sécurisée et les liquides, le rendement vient en troisième lieu. C'est impossible de réunir les 3 points du triangle magique. Donc si quelqu'un vous dit, moi je vous garantis la liquidité, la rentabilité, la sécurité, il vous ment. Ou bien il va vous arnaquer. Donc c'est ça normalement. Alors pour la rentabilité, moi je dis, les investisseurs sont très satisfaits, heureusement, du rendement sur la région. On a des taux d'obligataires à 5%. 6%. On ne trouve pas ça ailleurs, surtout dans la sous-région. On a des rendements dividendes qui sont trop élevés. On a 10%. Le problème ne se pose pas. C'est vrai que le taux d'inflation est un peu élevé. Donc, si on fait une différence entre le taux nominal et l'inflation, c'est vrai que le rendement va baisser un peu. Mais en général, les investisseurs sont satisfaits des rendements de la place. Donc le seul point qui reste à revoir ou à rectifier, c'est surtout la sécurité et la liquidité du marché. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Lemridi. Donc, sur cette question, on va Diane, s'il est en ligne et s'il nous suit, qui va aussi intervenir sur cette question. Ok, docteur Diane, allez-y. Son micro est fermé. Docteur Diane, est-ce que vous pouvez juste ouvrir votre micro? Ok, je pense que c'est bon. Oui, merci. Permettez-moi d'abord de remercier les organisateurs de cette conférence. Aujourd'hui, quand on parle d'amélioration du marché des capitaux en Afrique de l'Ouest, une de nos collègues l'a déjà dit. D'abord, c'est quoi? C'est les nouveaux produits, c'est la diversification. Mais aussi, notre collègue marocain ou tunisien a dit quelque chose de très, 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 très important qui, dans le jargon anglais, moi j'aurais appelé risk adjusted return on cap. Aujourd'hui, si vous investissez de l'argent, vous devez vous assurer que le risque il est bien maîtrisé. 2, vous pouvez rapatrier votre argent. Mais aujourd'hui, en tant que notre banque vient d'émettre 50 milliards de francs CFA d'obligations, mais quand je vois le potentiel derrière la bourse à Abidjan, et comparé à ce que l'on peut faire, il y a encore un très, très, très long chemin à faire. Aujourd'hui, s'il y a un risque, à mon avis, qui n'est pas compris, c'est le risque de l'Afrique. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Aujourd'hui, en Afrique, vous achetez par exemple une vache, vous l'engraissez. 3 mois après, vous pouvez réaliser un bénéfice de 50 à 55 000. Et pourtant, en Argentine, les gens ont créé des produits financiers derrière ça. Au Brésil, les gens ont créé des produits financiers sur ça. Et je crois qu'il est temps que l'Afrique de l'Ouest, pour attirer plus de personnes vers la bourse, essaie de régler des problèmes locaux en amenant des solutions de financement local. Nouveaux produits, risk adjusted return on capital, mais aussi faire du capacity building pour les decision makers. Aujourd'hui, plus de 80% des réserves africaines sont placées en Europe dans des obligations, dans des économies qui n'ont rien à voir avec l'Afrique. Je crois que pour augmenter l'attractivité de la bourse, au-delà de créer des produits financiers nouveaux, au-delà de créer des produits qui sont relativement meilleurs en termes de rendement et de paramètres de risque, il faudrait aussi créer des programmes de capacity building où on forme les directeurs financiers, les directeurs généraux, les risk managers, les asset managers, les pension fund managers et les compagnies d'assurance. Parce que ce sont ces gens-là le plus souvent qui investissent. La fiscalité, s'il y a quelque chose aujourd'hui qui freine l'attractivité de nos marchés, qui freine l'investissement dans nos pays, c'est la fiscalité. On paye trop de taxes en Afrique. Maintenant, aujourd'hui, quand vous voyez, regardez seulement ce qui se passe dans le monde de l'engrais aujourd'hui. Ça m'a fait très, 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 très mal que l'année dernière,
en décembre, le prix de l'urée était à moins de $300. 12 mois après, il est à plus de $1000. Et pourtant, la bourse, les marchés financiers de l'Afrique de l'Ouest pourraient créer des produits dérivés pour acheter de l'engrais 12 mois avant. Ça, ce sont des opportunités que nous ratons. La liquidité est d'une importance capitale. Les gens veulent savoir que si je suis à New York, au Canada, à Londres, si j'achète des obligations, si j'achète des instruments financiers au niveau de la bourse d'Abidjan, si j'ai envie de sortir, j'ai un market maker qui me permet d'acheter ou de vendre. En résumé, nouveaux produits, risk adjusted return on capital, la diversification, le regulatory framework, comment les marchés sont gérés. Moi, je crois qu'aujourd'hui, CREPM fait un excellent boulot. Sur ce plan-là, on n'a rien à se plaindre par rapport à ce qui se passe dans l'Occident. La fiscalité, comme je l'ai dit, il faut en parler. Il faut faire que l'État collecte plus, mais demande moins. Et moi, je crois qu'en adressant ces petits quelques problèmes, on peut rendre nos marchés un peu plus attractifs. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Diagne, pour votre intervention. Je pense que sur la question, on est un peu plus clair. Donc, il est revenu effectivement de voir le côté création des produits dérivés, le côté surtout fiscalité. Donc, pour utiliser ces expressions, on paye trop de taxes en Afrique. Donc, je pense qu'on en a parlé lors du premier panel. Je pense que c'est quelque chose de pas nouveau. Alors, maintenant, on va parler des politiques volontaristes des États. Et sur cette question, on va laisser la parole à M. Stanislas Zézé. Et donc, il va nous dire comment les politiques volontaristes des États, à travers des programmes de privatisation ou d'introduction en bourse des sociétés publiques, peuvent avoir un impact non négligeable sur les marchés. Allô? Allô? C'est bon? Ok, merci. Allô? Ok, merci infiniment. Merci de m'avoir invité à cette conférence débat. Je crois qu'avant de répondre à ça, je voudrais peut-être rapidement parler de la fiscalité. Évidemment, on parle de fiscalité sur nos marchés financiers, mais le problème de la fiscalité, il est beaucoup plus global. Il ne pourra pas être circonscrit à un marché financier si les bases même de la fiscalité ne sont pas revues. Nous sommes dans des économies qui sont généralement, non lui au moins en tout cas, généralement informelles, en majorité. Donc il faut déjà penser à formaliser ces économies-là, c'est extrêmement important. Une fois que ces économies sont formalisées, ça permettrait d'avoir une base fiscale beaucoup plus large et qui va permettre à l'État d'avoir la possibilité de plus de revenus. Donc évidemment, si la possibilité de plus de revenus fiscaux sont existantes, évidemment, la possibilité de baisser les taux d'imposition pourra être une flexibilité que les gouvernements pourront considérer. Tant qu'on reste dans cette configuration d'économie informelle, avec une assiette fiscale qui est plutôt réduite, la probabilité de faire des compromis sur la fiscalité va être très, très, très difficile. Donc évidemment, c'est comme on tirait dans l'eau. Parce que le plus gros problème, c'est la réforme de la fiscalité en général pour avoir la capacité de beaucoup plus de revenus dans une économie qui est plus formelle et avec une assiette fiscale qui soit beaucoup plus large. Donc c'est ce que je voulais rajouter à ça. Maintenant, Alors, sur les politiques de sortie des entreprises publiques par le marché, je crois que les pays ont déjà commencé à le faire. Ce serait une politique extraordinaire d'ailleurs. Et ça permettra non seulement d'avoir plus de structures sur le marché, de répondre à une problématique extrêmement importante, c'est celle de l'épargne des locaux, évidemment, parce que je crois que dans ce processus-là, l'idée, ce serait que les parts de l'État qui sont
vendu dans une société publique, ou généralement les sociétés qui sont mixtes, parce que c'est jamais des sociétés entièrement publiques qui sont cotées à la bourse, mais plutôt des sociétés mixtes où l'État se retire, et que qu'il y ait la possibilité aux locaux de racheter justement ces sociétés-là. Par contre, il est extrêmement important de comprendre que même si on est dans une logique volontariste, il y a des secteurs d'activité qui, en réalité, il est préférable que ces sociétés-là restent publiques. Maintenant, la question, c'est de savoir est-ce que des sociétés publiques peuvent être cotées. Je crois qu'on n'en a jamais parlé, mais pourquoi des sociétés publiques ne seraient pas cotées tout simplement? Est-ce qu'elles ont besoin d'être privées pour être cotées? Cette question n'a jamais été mise sur la table, mais je crois que ça pourrait être une façon justement d'améliorer la gouvernance de ces sociétés, parce que dans beaucoup de cas, on se plaint de la gouvernance de ces entreprises-là. Donc avoir des entreprises publiques qui d'ailleurs, l'idée aujourd'hui, c'est d'avoir des entreprises publiques qui soient gérées comme des entreprises privées. Et c'est pourquoi, nous, dans notre exercice de notation avec les entreprises publiques, on les encourage à avoir une convention qui les relie à l'État. Dans la convention, ce qu'on suggère justement, c'est d'avoir la possibilité que ces entreprises soient gérées de façon indépendante. Même si elles appartiennent à l'État à 100%, l'idée c'est d'avoir une gestion qui soit une gestion privée. Donc, une entité publique peut être gérée comme une entreprise privée, avec les règles d'entreprise privée. Comme dans certains pays, les collectivités locales sont gérées comme des entreprises privées. Prenez aux États-Unis, par exemple, dans les collectivités locales, vous avez le maire et vous avez un directeur général de la ville, un city manager. Donc, il gère la ville comme une entité privée. Et je crois que dans le cadre de la gouvernance, ce serait bien qu'on ait des sociétés publiques qui soient cotées, pas forcément que l'État se retire, surtout dans des secteurs qui sont stratégiques. Quand on parle de sociétés télécom, énergie et tout ça, pour moi, ce sont des structures très stratégiques. Vous regardez dans tous les pays, dans la majorité des grands pays, ces secteurs-là restent des secteurs qui restent aux mains de l'État. Maintenant, l'État, ça ne veut pas dire mauvaise gestion. Et il faut justement changer de paradigme en termes de gestion pour pouvoir avoir des sociétés publiques cotées et bien gérées. Donc, dans une logique de politique volontariste, je crois que c'est déjà de prendre l'habitude de coter les sociétés en bourse, soit quand l'État s'est retire, ou des sociétés publiques même. Ce qui va renforcer la position de nos marchés des capitaux. Je crois qu'en Côte d'Ivoire, déjà, j'ai déjà eu 2-3 sociétés qui ont fait l'objet de cotation où l'État s'est retiré. Mais ça ne suffit pas. Il faut penser à une autre façon de le faire. Et comme je disais, avec des entreprises publiques qui soient à côté. Donc le rôle de l'État sur améliorer la performance des marchés publics, peut-être non seulement à travers ces mécanismes-là de politique publique, de cotation de sociétés, mais aussi renforcer, si vous voulez, le dispositif réglementaire. Parce que, et il faut que les États s'intéressent de plus en plus au marché des capitaux. Parce que la majorité de nos États sont plus intéressés par soit les marchés internationaux, maintenant la tendance commence à changer, ou les emprunts bilatéraux, évidemment qui généralement sont des emprunts politiques et qui mettent nos États dans des situations de contraintes extraordinaires des fois. Donc il ne serait pas incongru que les États de l'UEMOA soient plus intéressés par le marché des capitaux privés que de s'intéresser à des marchés internationaux. Les eurobonds sont peut-être une bonne chose, que nous, on ne recommande pas nécessairement. On estime que quand on regarde le montant des eurobonds, on se rend compte que ces montants peuvent être levés sur ce marché de l'UEMOA. La profondeur des marchés, ce n'est pas quelque chose de magique, ça ne descend pas du ciel. La profondeur des marchés, ça se crée. Ils l'ont tous dit tout à l'heure, par de nouveaux produits financiers, on a remarqué sur ce marché, chaque fois qu'on introduit un nouveau produit financier, ça attire un nouveau type d'investisseur. Donc ce que ça veut dire qu'il y a des investisseurs qui sont latents, et c'est juste le produit qu'on propose ne les intéresse pas. Quand on a introduit le sukuk, évidemment, on a vu un nouveau type d'investisseurs qui, eux, se reconnaissent dans ce type d'instruments financiers, dans ce type de produits financiers.
On a introduit le Green Bond. Vous avez eu un autre type d'investisseurs. On a introduit le Diaspora Bond. Vous avez eu un autre type d'investisseurs. Donc, il s'agit juste de diversifier les produits, d'en créer de plus en plus, parce qu'il y ait beaucoup plus d'épargne, que le marché soit beaucoup plus profond et que les États n'aient pas besoin d'aller emprunter ou que ce soit. Et ça permettra de créer une dynamique dans notre marché. Voilà. Merci beaucoup, M. Zizé, pour votre intervention. Je pense qu'on va laisser aussi le micro à Mme Elangba, qui va aussi donner son avis sur la question. Merci, M. Zapré. Merci à tous. Bonjour. Sur la question de l'impact financier, je dirais que nous avons la volontariste des États, puisque la BAVM a été créée avec un grand nombre de sociétés d'État qui ont été privatisées. Avant la BAVM, on avait la BVA, donc toutes les sociétés qui se sont privatisées sont rentrées après la BAVM. Et jusque très récemment, on avait les sorties de l'État dans certaines sociétés qui sont faites. L'intérêt pour les États de sortir par la bourse, c'est déjà pour développer un actionnariat populaire. C'est aussi pour, dans certains cas où les secteurs étaient déjà, nécessitaient une certaine restructuration, l'État ne pouvait pas engager des moyens importants pour pouvoir restructurer les secteurs et donc s'appuyait sur la bourse ou la cession, en tout cas la privatisation de ces sociétés à des repreneurs privés qui, eux, vont s'engager à développer ce secteur et à créer la concurrence qui a un effet vertueux sur une économie. Et donc, le fait pour nos États de continuer à inciter à la privatisation, inciter à l'introduction en bourse, permettra de développer la cote parce qu'on voit bien que les sociétés par elles-mêmes ne viennent pas. Quand j'arrivais tout à l'heure dans la salle, il y a un de mes prédécesseurs qui disait qu'elles sont souvent filiales de sociétés qui sont cotées sur d'autres marchés, mais quand elles arrivent dans notre secteur, le marché financier ne les intéresse plus. Donc, à un moment, on aura besoin que ça devienne une obligation, ne serait-ce que pendant quelques années, pour que ces sociétés intègrent la nécessité de se faire coter pour des questions de transparence, des questions de gouvernance, des questions aussi de distribution des richesses créées à la population, parce que les sociétés minières ou certaines grosses sociétés qui font de beaux chiffres d'affaires, de beaux bénéfices, en général, la population ne voit pas ces retombées. Donc, l'apport de l'État est important. J'entendais aussi tout à l'heure que peut-être au lieu de parler de mécanismes incitatifs, parce qu'une fois que l'incitation finit, les gens sortent, il faut peut-être continuer, oui, à mettre un dispositif fiscal, par exemple, qui va rester et qui rend attractif le fait de se coter en bourse et de rester coté en bourse. Voilà, dans tous les cas, l'intérêt pour les privatisations et l'introduction en bourse, c'est vraiment d'arriver à une économie qui fonctionne selon des standards de fluidité de l'information, de transparence, de gouvernance, de prise de décision, puisque sur certains secteurs qui pourraient être privatisés, désormais, si c'est un secteur qui est une entreprise qui est cotée à la bourse, on a désormais des assemblées générales publiques avec une prise de participation des actionnaires, avec des petits porteurs qui vont se fédérer et qui peuvent devenir une voix qui porte pour orienter les décisions de ces entreprises. Voilà ce que j'avais à dire sur la question. Merci beaucoup, Madame Elangba, sur cette question. Je pense qu'il y a aussi Madame Kébé qui va aussi intervenir sur cette question de politique volontariste des États. Alors, je dirais que le maximum a été dit. Je voudrais surtout, moi, revenir sur le fait de la diversité qu'on a et qu'on doit jouer comme un atout de notre région. On a 8 pays et le fait est de constater qu'aujourd'hui, les politiques de privatisation des différents États ne sont pas, communes aux 8 États de l'UEMOA. Il faudrait qu'il y ait une plateforme de réflexion commune de ces États-là, parce qu'il faudrait bien que le fait d'avoir un marché sous-régional puisse profiter amplement au développement des économies de façon globale. Et avoir des politiques communes, des réflexions communes, de façon à avoir un plan stratégique commun, permettrait évidemment de développer ces questions-là et de mieux les appréhender. C'est vrai que chaque État, chaque économie a
à ces réalités, il faut en tenir compte, mais le fait d'être ensemble, je pense que c'est la raison pour laquelle on a un marché sous-régional. Il faudrait capitaliser sur la diversité des économies qu'on a. Évidemment, aussi, la politique de privatisation qui peut être une sorte de vivrier, en tout cas pour les cotations en bourse, donc pour les entrées en bourse, doit être obligatoirement accompagnée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas regarder seulement le fait de... Voilà, c'est comme si on cherchait à expulser l'État, non. Comme Stan le disait tout à l'heure, on peut bien avoir des sociétés publiques cotées. Il ne s'agit pas seulement de la sortie de l'État, mais il faudrait qu'on ait des sociétés qui se développent et qui montrent une certaine performance même après la sortie de l'État, de façon à ce qu'elles puissent exploser de leur plein potentiel sur le marché financier. Et pour moi, c'est en cela qu'il faudrait établir justement au niveau de la communauté de façon sous-régionale un cadre qui soit légal, fiscal et réglementaire adapté à toutes ces politiques-là. Je reviens encore sur la question de notation. Derrière, c'est pour attirer l'attention en fait, sur la transparence qu'il doit y avoir, puisque derrière, on a une obligation de rassurer ceux qui viennent placer leurs sous sur le marché financier. Et c'est pourquoi il est important que chacun des acteurs que nous sommes, notamment les SGI, il ne faut pas regarder les notations financières comme étant des points et critiquer et dire que ce n'est pas complet, ça ne nous met pas à l'aise. Il faudrait qu'il y ait un forum, il faudrait penser à avoir un forum où les acteurs du marché financier, nous SGI, accompagnons les seules agences que nous avons sur le marché à pouvoir mieux noter ces entreprises, à mieux les accompagner, de façon à les rassurer. Celles qui doivent venir, en fait, encore, il faut qu'elles voient derrière non seulement la nécessité de venir, mais aussi l'intérêt qu'elles pourraient avoir. Qu'est-ce que nous, en tant qu'acteurs aussi, quand on accompagne une entreprise qui vient de faire une entrée en bourse, comment est-ce qu'on l'accompagne par derrière? On a vu les récents IPO, c'était intéressant d'en avoir, mais il y a quand même eu des couacs après post-IPO, post-émission. Donc, c'est-à-dire qu'on doit travailler de concert entre intervenants du marché financier de façon à ce que ces politiques de privatisation-là aient l'impact recherché. Et enfin, je parlerai de la partie fiscale, on n'arrête pas de la mentionner. Je prends l'exemple de la CEMAC. Ils sont en train d'ailleurs de regarder un peu ce qui se fait sur le marché de l'UMOA, de dynamiser un peu leur marché. Ils y sont allés, Eliane en parlait tout à l'heure, il faudrait inciter les entreprises. Aujourd'hui, au niveau du Cameroun, sur la CEMAC, les entreprises cotées ont une réduction d'impôt qui avant était limitée à 3 ans, maintenant elle est de façon illimitée. Donc quand tu es coté en bourse, tu ne paies plus 28%, tu as un IS de 25%, qui n'est pas limité à 3 ans, mais pour toute la durée de la cotation en bourse. Derrière cela, toute entreprise qui émet donc, des obligations sur le marché financier bénéficie aussi de cette réduction d'impôt. Donc c'est-à-dire qu'il doit y avoir des politiques, mais non seulement au niveau de chaque État, mais de façon commune, de façon à ce qu'il y ait vraiment un impact sous-régional. Merci. Ok, merci beaucoup Orphée. Alors, avant de donner la parole à M. Mohamed, je pense qu'il y a Dr Diane qui veut intervenir sur ce sujet. Allez-y, docteur. Oui. Juste un petit point à rajouter. Pour moi, c'est vrai, il est bien de privatiser. Il est bien de vouloir amener certaines organisations aujourd'hui qui appartiennent à l'État sur la bourse. Mais il serait prudent. Les résultats de la privatisation, le programme de privatisation de la Banque mondiale a montré que aussi, si on ne le fait pas correctement, ça pourrait être très en défaveur du continent. Ça, c'est un. Deuxièmement, et pour moi, il y a une importance capitale que les marchés financiers de l'Afrique de l'Ouest essaient de régler les problèmes de l'Afrique de l'Ouest. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Vous prenez par exemple un pays comme la Côte d'Ivoire. Nous savons que chaque année, il y a au minimum 1 milliard de dollars, 1,5 milliard de dollars que les gens ont besoin pour acheter du cacao ou du café et les exporter. Pourquoi ne pas créer un produit financier que même le chauffeur de taxi, même le propriétaire d'un maquis pourrait acheter? Et ça va faire que le monsieur ABC de la rue sait exactement à quoi la bourse sert. Deuxièmement, combien de produits agricoles ou miniers de l'Afrique sont exportés aujourd'hui à l'état brut?
vous prenez le café, vous prenez le cacao, vous prenez les noix d'acajou, vous prenez les arachides. Ça ne coûte pas 1 milliard de francs CFA pour mettre une dizaine d'usines pour faire, pour apporter de la valeur ajoutée sur les produits agricoles à Abidjan. C'est quoi lever 1 milliard de dollars sur les 15 pays de la CEDEAO? Je ne suis pas seulement d'accord avec notre collègue qui disait que je ne dis pas qu'on n'a pas besoin des eurobonds, mais le marché local, la liquidité locale est telle qu'on peut lever 2 fois plus que ce qu'on lève à travers ces eurobonds sans craindre sur risque. Aujourd'hui, quand les gens vont emprunter des dollars ou des euros, au-delà du fait que même c'est des taux qui dépassent les 5% qu'ils empruntent, il y a aussi le risque de taux de change. Et moi, je crois qu'il est temps que les marchés financiers, les intermédiaires, les banques, les gouvernements se disent que la solution peut être africaine, avec des produits africains. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Diagne, pour votre intervention. Je pense que sur le sujet, on va laisser M. Mohamed Lemredi qui va ajouter un mot et on passera au cadre réglementaire. Merci. Moi, plutôt, je voudrais parler un peu des bienfaits de la privatisation sur notre marché financier. On n'a pas parlé de ça, c'est le moment de parler. Donc, en fait, personne ne peut nier le rôle que peut jouer le processus de privatisation des sociétés étatiques dans la croissance des marchés financiers. Il y a retombé sur le marché. Je vais citer quelques-unes. Donc, primo, l'élargissement de la cote d'une bourse. Donc, les privatisations permettent l'élargissement du nombre de sociétés cotées. Secondo, ça améliore la capitalisation. Je vais après vous citer des exemples en chiffres après. Troisième point, l'élargissement des bases clientèles et bases investisseurs. Parfois, lorsque vous cotez de sociétés étatiques qui sont chères aux citoyens, il y a l'engouement des souscripteurs. Il y a des citoyens lambda qui peuvent souscrire des actions. Pourquoi? Parce que la société qui est le fleuron national, par exemple, de télécom ou bien de l'industrie, vient coter. Donc, par nostalgie, par amour, il vient souscrire à ces nouvelles actions. Quatrième point, c'est l'attractivité. On parlait tout à l'heure de l'attractivité. Donc, lorsque vous avez un programme volontariste de privatisation, il y a beaucoup d'investisseurs qui regardent ça. Il y a des hedge funds, même spécialistes en introduction en bourse. Donc, le processus de privatisation peut attirer les hedge funds qui sont spécialistes des introductions en bourse, des privatisations par voie de cession en bourse. Parce qu'il faut préciser aussi, il y a beaucoup de modes de privatisation, mais si moi je parle de la privatisation par voie de cession en bourse, parce que des cessions qui sont directes, ça ne peut pas intéresser le marché financier, mais surtout il faut préciser par voie de cession en bourse. C'est là qu'il y aura un impact positif sur la bourse. Donc pour illustrer juste ces exemples que je viens de citer, je vais vous raconter une histoire de la privatisation au Maroc en 89, qui a duré presque 13 ans, entre 89 et je crois et 2006. J'avais la chance, je peux le dire, et le privilège de participer. Je viens de commencer ma carrière. Donc en 89, le défunt roi a mis en place un processus de privatisation pour une centaine de sociétés étatiques. Une centaine avec une loi qui a été votée au Parlement marocain. Et avec même un ministère dédié de privatisation qui a été créé en 1993 pour suivre ce processus. Heureusement, il n'y a que 13 ou 12 qui ont pu rejoindre la cote. Donc vous ne pouvez pas imaginer les bienfaits de ces 12 sociétés cotées sur la bourse de Casablanca. Entre 1989 et 2000, la capitale boursière de Casa est passée de 1 milliard dirhams à 117 milliards. C'est plus 83 fois d'évolution. Durant ce processus, il y avait une grande société nationale qui s'appelait Maroc Télécom, d'ailleurs elle existe toujours, c'était étatique, elle a été privatisée par voie de cession en bourse. Il y avait 130 000 souscripteurs, dont 100 000 presque de citoyens lambda. C'est des salariés de Maroc Télécom et c'est des fonctionnaires publics avec des petits salaires qui ont pu participer à cette privatisation. Donc depuis cette date-là, depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui, en fait c'était l'accélérateur de la performance de la bourse Casablanca. Moi je dis c'est grâce à la privatisation qui a eu lieu durant les années 90.
Merci. D'accord, très bien. Donc, un processus comme ça peut être mis en place ici à ce niveau. D'accord. Donc, parlons toujours de privatisation. Je pense qu'on va aller dans le cadre réglementaire. Aujourd'hui, on constate qu'on a créé un compartiment spécial pour les PME. Mais est-ce que ce compartiment qui est dédié aux PME est actif? Pourquoi il n'est pas actif selon vous? Qu'est-ce qu'on devrait peut-être mettre en place comme cadre? On sait qu'il y a peut-être des choses qui ont déjà été mises en place, mais en plus de ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour peut-être déjà activer ce volet-là? Déjà sur le premier point. Monsieur Stan, vous voulez intervenir dessus? Alors, je crois que déjà c'est une très bonne chose d'avoir créé ce compartiment des PME, parce que nous sommes dans des économies qui sont majoritairement, dans le tissu économique, majoritairement constitué de PME. Donc, prenez un pays comme la Côte d'Ivoire, 95% du tissu économique est constitué de PME. Donc, ce que ça veut dire que dans une économie comme celle-là, et toutes les autres économies de l'UEMOA d'ailleurs, les PME devraient être une priorité absolue. Et je crois que je vous donne l'exemple des États-Unis où une loi qu'on appelle le Small Business Administration a été mise en place pour les PME. C'est-à-dire qu'il y a un cadre légal et réglementaire qui est mis en place pour les PME parce que celle-là constitue l'essence de l'économie. Vous avez 95% des PME qui constituent le tissu économique en Côte d'Ivoire, mais ne contribuent qu'à 20% de la richesse créée. Ce que ça veut dire, en Côte d'Ivoire, vous avez 5% de sociétés multinationales qui créent 80% de la richesse. Ce que ça veut dire, vous avez un pays qui est performant économiquement, mais qui est fragile finalement. Parce qu'en cas de choc extérieur puissant, comme une guerre, que toutes ces sociétés-là se retirent, vous avez 80% de votre richesse qui s'envole en réalité. Et donc, ça veut dire que les PME devraient être extrêmement importantes. Donc, créer ce compartiment, c'est répondre à cette problématique et à cet aspect essentiel même de l'économie. Ceci dit, pourquoi, à votre avis, aucune PME ne cotée jusqu'à ce jour? Mais il faut que quand on met en place un cadre réglementaire, le cadre réglementaire doit être adapté à son environnement. On ne peut pas espérer que l'environnement s'adapte au cadre réglementaire, ça n'a pas de sens. Pourquoi on crée ce cadre réglementaire? On le crée pour l'environnement. Donc il faut que le cadre réglementaire soit adapté. Parce que généralement, un nouveau cadre réglementaire qu'on crée, surtout sur un marché financier, il a été certainement copié de quelque part. Mais ce cadre que vous copiez, il a été mis en place selon un environnement, celui de vous copier, qui n'est pas le même que le vôtre. Donc si vous le copiez et vous le collez, mais il n'est pas adapté, donc évidemment, les réalités de vos PME n'étant pas celles des autres, vos PME ne remplissent pas les conditions. Et s'ils ne remplissent pas les conditions, votre cadre réglementaire ne sert absolument à rien. Donc la flexibilité est extrêmement importante parce qu'il ne faut pas créer un cadre pour le créer. Il faut qu'il serve à quelque chose. Et pour qu'il serve à quelque chose, il faut qu'il soit adapté aux réalités. Ce n'est pas grave si les réalités sont différentes et faibles vis-à-vis des autres. On s'en fout. Le plus important, il faut que ça fonctionne. Sinon, ça ne sert à rien. On ne va pas juste cacher une case, dire on a un compartiment PME. Recording in progress. On a un compartiment PME. On a des règles pour les PME. Mais ça ne s'adapte pas à nos PME parce que les conditions ne correspondent pas à nos PME. Et pour moi, franchement, le plus important, ce n'est pas de cocher une case, mais le plus important, c'est de régler des vraies problématiques. La problématique des PME, si elle n'est pas réglée, on aura toujours des marchés financiers ou des économies qui soient très faibles ou qui paraissent performer, mais qu'en réalité, structurellement, sont faibles. Et c'est le cas de la majorité des pays de l'UEMOA. Donc, créer un compartiment PME, c'est très bien, mais il faut qu'il y ait des PME. Et pour qu'il y ait des PME, il faut que le cadre réglementaire soit suffisamment flexible pour embrasser le type de PME qu'on a. Il y a eu une action de la BAVM qui est une très belle action, hein, et celle de former, avec la bourse de Casablanca d'ailleurs, de former des PME pour qu'elles arrivent à ce niveau-là. Mais je crois qu'après, ça a duré 2 ans, il n'y a toujours aucune qui est cotée. Donc ce que ça veut dire, en fait, c'est qu'à un moment donné, oui, le renforcement des capacités est nécessaire,
Mais il faudrait que les règles établies, les requirements, donc voilà, les exigences correspondent ne serait-ce qu'au type de PME qu'on a. Et maintenant, dans les types de PME qu'on a, on peut faire un renforcement des capacités naturellement pour avoir un minimum de bons standards. Mais si les standards qu'on demande ne correspondent pas aux PME qu'on a, bah on aura un compartiment sans PME. C'est le cas d'ailleurs. Stan, pour votre intervention. Je pense que déjà, Maza a eu la chance d'accompagner certaines PME, surtout à travers le programme Listing Sponsor. On a eu à former plusieurs PME qui devaient rentrer dans ce compartiment, effectivement dédié. Mais effectivement, plusieurs mois après la formation, je crois qu'il y a encore des choses à faire. Alors, vous qui êtes les acteurs du marché financier, est-ce qu'en plus de, par exemple, ce qu'a fait Maza ou ce que fait même la BRVM, est-ce que vous pensez qu'il y aurait d'autres actions à mettre en place pour rendre ce compartiment vivant, si je peux me permettre cette expression? Orphée? D'accord. On ne peut pas avoir un marché donc on ouvre à un certain type d'acteurs et puis avoir un cadre qui n'est pas adapté à ces acteurs-là. Donc il est clair qu'aujourd'hui, en tout cas pour notre part, hein, en tant qu'intermédiaire intermédiaire du marché financier, il est bon d'avoir un cadre adapté aux PME. Accompagner une PME à la cote, ça demande de revoir beaucoup d'éléments, la gouvernance, comment gérer l'entreprise, comment accompagner l'entreprise, comment l'aider à ce que sa stratégie soit conforme à sa vision, pour qu'elle soit productive, tout ça, c'est bien beau, mais il faudrait que le cadre qui l'accueille sur le marché financier soit établi. Donc, on pourra accompagner, vous pourrez former, tout se fera, tant que le cadre des politiques n'est pas adapté à accueillir les PME sur la côte, on ne pourra pas arriver à quoi que ce soit. Voilà. Alors, Dr Dan, vous voulez intervenir sur cette question? Allez-y. Oui, merci. Juste de rajouter quelques additions sur le compartiment des paiements. Aujourd'hui, la problématique du financement des paiements offre, je crois, une opportunité unique pour le marché des capitaux de l'Afrique de l'Ouest. Permettez-moi de vous donner un tout petit exemple. Vous prenez un pays comme le Sénégal. Le Sénégal produit 60 à 65 millions de poulets par année. Pour produire 65 millions de poulets par année, à raison de 4 kilos d'aliments pour produire le poulet, c'est entre 240 000 millions de kilos, c'est 240 000 tonnes de maïs et de soja dont on a besoin. Vous imaginez le nombre de petites PME que l'on peut organiser autour de cette demande-là et en faire des champions de l'agribusiness. Aujourd'hui, vous prenez Cipra en Côte d'Ivoire, vous prenez la Sédiment au Sénégal, ces deux grosses entreprises, dans leur écosystème, on pourrait greffer des PME qui vont te faire 30 tonnes, 40 tonnes, 50 tonnes, qui ensemble pourraient être une coopérative qui pourrait être bel et bien listée en bourse. Aujourd'hui, si vous prenez les 50 plus grosses entreprises, que ce soit au Sénégal, que ce soit en Côte d'Ivoire, si vous regardez leur écosystème, les petites et moyennes entreprises qui sont dans le network de leurs fournisseurs, si vous regardez les petites PME qui sont les fournisseurs de l'État, on pourrait facilement les mettre sur une coopérative que l'on pourrait lister en bourse.
Parce que ces PME-là, aujourd'hui, la difficulté de les financer, c'est d'abord le risque. Et pourquoi c'est risqué de les financer? Parce qu'ils ne sont pas régis ils n'évoluent pas dans un cadre réglementé qui nous permet de gérer les risques, de bien gérer les risques. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là qu'aujourd'hui, la problématique et compartimenter le financement des paiements demanderait une analyse relativement profonde tout en essayant de les accompagner dans l'écosystème des grosses entreprises ou dans l'écosystème de l'État. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Diène. Donc, je pense que sur cette question, on va terminer avec M. Lemredi. Déjà, chez vous au Maroc, est-ce qu'il y a un compartiment spécialement pour les PME? Et si oui, comparativement à nous, notre compartiment, quels sont les éléments qui restent? Effectivement, il y a un troisième compartiment à la bourse de Casablanca aussi. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il y avait un partenariat entre la BERVEM et la bourse de Casablanca pour le projet Elite, pour faire introduire les PME. Donc, on n'est pas trop fiers des résultats, malheureusement. Après, je crois, une dizaine d'années, il n'y en a que 2 ou 3, si ma mémoire est bonne, qui ont réussi à s'introduire en bourse jusqu'à aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Mais il y avait des points positifs. Les points positifs, c'est surtout la formation pour les dirigeants. Vous savez, les paiements en général, ils ne sont pas bien gouvernés. Il y a un manque de compétences parfois, il y a une mauvaise gestion. Donc, cette formation d'élite a pu changer le mode de gouvernance, primo. Il est devenu très moderne. Secondo, il y avait des aspects, par exemple des aspects marketing, des aspects qui se sont introduits dans la gestion de l'entreprise. Troisième point, c'est que les sociétés deviennent de plus en plus transparentes. Ils ont commencé à publier leurs résultats, état financier annuel. En général, les PME sont des boîtes familiales, c'est des entreprises familiales. Donc avant, ils n'étaient pas prêtes à partager ou à faire entrer quelqu'un dans leur actionnariat. Maintenant, ils ont changé même de mentalité. Aujourd'hui, ils sont prêts à faire participer avec eux des investisseurs, soit des private equity, des fonds d'investissement, ou même des investisseurs locaux ou internationaux. Donc, moi, je ne dirais pas que le bilan n'est pas négatif, plutôt il est positif, mais il y a encore du chemin à parcourir. Merci. Très bien, merci beaucoup M. Lemredi. Donc je pense qu'effectivement sur cette question, en plus même d'avoir des acteurs du marché financier, je pense que plusieurs banques de la place ont commencé à faire un focus sur le secteur des PME pour ne pas faire de publicité. Je pense qu'on a eu, par le partenariat qu'on a eu avec plusieurs banques, on a effectivement formé la majorité des PME qu'ils avaient dans cette banque sur le volet gouvernance, parce qu'effectivement c'est l'un des aspects les plus critiques. Après, sur le volet contrôle interne, et bien sûr, qui parle d'un bon contrôle interne parlera finalement d'une bonne communication financière. Alors là, maintenant, on va parler de la gestion des OPCVM. Est-ce que vous pensez, Madame Alangba, est-ce que vous pensez que la gestion des OPCVM, surtout sur notre tropique, pourrait être un levier de développement de l'épargne sur les marchés financiers? Merci. Alors, la gestion collective repose sur le fait qu'un investisseur vient confier son épargne à un expert qui va prendre des décisions de gestion pour lui. Et donc, par cette nature, par la définition même de la gestion collective, normalement, des investisseurs peu qualifiés, donc monsieur tout le monde, qui est intéressé par la bourse mais qui a peur, pourrait investir en bourse, profiter des retombées, tout en laissant un expert prendre les décisions pour lui. Les OPCVM ont aussi l'avantage d'être très accessibles. On le voit sur notre marché. En général, les OPCVM commencent à être commercialisés avec des valeurs liquidatives de 5 000 francs ou de 10 000 francs. Donc déjà, ça en fait un produit très accessible. Et quand on regarde les performances de nos OPCVM, ce sont des performances qui sont intéressantes sur la durée. Quand on regarde la publication sur le bulletin officiel de la cote, on voit des performances qui sont à 2 chiffres, ce qu'on ne peut pas avoir sur un compte d'épargne traditionnel.
Donc il y a un vrai intérêt déjà pour un investisseur d'aller vers les OPCVM. Aujourd'hui, c'est beaucoup le manque de connaissance de ces produits qui fait qu'on ne draine pas autant de personnes qu'on aurait pu avec ce produit qui est quand même ouvert au grand public et qui est très accessible. Et aussi qui offre une large gamme d'instruments parce qu'on peut tenir compte de tous les profils d'investisseurs, du plus risqué au moins risqué, des horizons de placement, de la capacité d'épargne pour répondre aux besoins des épargnants. Alors, un autre effet vertueux de la gestion collective sur les marchés financiers, c'est qu'elle permet à des investisseurs de confier leur épargne et de la placer durablement sur les marchés financiers, à la différence d'épargnants qui détiendraient en direct des titres et qui, on le voit aussi sur notre marché, mais c'est valable pour d'autres marchés, parfois, le fait qu'ils détiennent en direct provoque certains mouvements erratiques sur les marchés parce qu'ils paniquent plus vite qu'un investisseur institutionnel, parce qu'ils ont des besoins du quotidien qui peuvent faire qu'ils ne peuvent pas s'engager dans un horizon de trop long terme. Le fait aussi si on arrive à développer la gestion collective, on pourra avoir de plus en plus de fonds sur nos marchés qui permettront une certaine liquidité. Aujourd'hui, quand il y a des périodes, comme actuellement, où on note une surliquidité, mais il y a des périodes aussi où on note beaucoup de difficultés quand on lance une opération, quand on a des opérations sur le marché pour trouver des contreparties, on rencontre des difficultés. Plus on aura des organismes de placement collectif en valeur mobilière, plus on aura cette liquidité sur nos marchés et puis des fonds qui ont des intérêts antagonistes. Donc, pendant qu'un sort, il y en a un autre qui veut rentrer et donc ça va créer un certain dynamisme sur nos marchés. Et créer une stabilité, bien sûr, parce que je l'ai dit tout à l'heure, on sera moins sujet au choc et on pourra redonner une certaine image de notre marché, une certaine image de confiance, de pérennité, de stabilité qui incitera encore les particuliers à venir, mais aussi les investisseurs institutionnels, qu'ils soient locaux ou internationaux. Merci beaucoup. Alors, donc, sur cette question, je pense qu'il y a aussi Orphée qui veut intervenir. Alors, merci. Pour moi, la gestion collective pourrait participer parce que quand on regarde certains pays, certains marchés développés, comme aux États-Unis par exemple, on verra que les asset managers qui sont pour nous nos LGO, pour certains détiennent, les 5 plus gros par exemple, détiennent 75% du New York Stock Exchange par exemple. Ça veut dire que le poids des asset managers, de la capitalisation bien sûr, le poids des asset managers est très présent. Derrière, avant qu'on en arrive là, ça a nécessité la confiance de certains pourvoyeurs de ressources, notamment les institutionnels. Il faut reconnaître que sur notre marché financier, les institutionnels ne sont pas très présents. Ils devraient jouer leur rôle d'accompagnement et de placement sur ce marché-là pour lui permettre de mieux se développer. Et donc, développer la gestion collective en captant, collectant les ressources au niveau de ces investisseurs institutionnels, mais aussi l'épargnant lambda. Le petit épargnant, c'est l'innovation qui va permettre de l'atteindre, aller dans un marché et pouvoir capter la collecte, pouvoir collecter de l'épargne des petits vendeurs d'un marché ou de petits employés. C'est vraiment très important pour développer en fait la gestion collective et ça permettrait de dynamiser encore plus notre marché financier. Il faut aussi noter le fait que les OPCVM eux-mêmes ont besoin d'une diversification des instruments parce que les OPCVM investissent sur des sous-jacents. Quand on a des sous-jacents qui sont pauvres en termes de palette, de propositions, évidemment, on a des OPCVM qui sont faibles. Et ça repousse aussi les pourvoyeurs de ressources, puisque en investissant, derrière, les objectifs de rentabilité, les objectifs recherchés ne sont pas forcément atteints. Parce que le marché lui-même ne propose pas beaucoup d'instruments pour permettre aux organismes de placement collectif eux-mêmes de pouvoir donner une performance vraiment très intéressante. Et donc, ça demande que le régulateur s'implique. Il faudrait avoir de plus en plus de produits financiers, d'instruments financiers qui soient autorisés sur ce marché-là pour donner une diversité, pour donner, je dirais, une sorte de manne aux OPCVM pour permettre aux gérants de portefeuille de pouvoir atteindre les objectifs qui se donnent. Je parlerai aussi du rôle que doivent jouer les sociétés de gestion en termes de professionnalisme et d'intégrité. Quand on est dans la gestion collective, il faut comprendre que c'est de l'épargne commune
Et souvent, c'est des ressources, par exemple, d'une retraite, donc d'une caisse de retraite. Le risque derrière, c'est un risque systémique. Donc, il est très important que les acteurs de cet écosystème-là soient professionnels, mettent en confiance les institutionnels, mettent en confiance les investisseurs de façon à pouvoir capter l'épargne nécessaire pour développer notre marché financier. On a la chance d'avoir eu des marchés qui sont devanciers, qui ont connu des crises et dont on peut tirer beaucoup de leçons. Il y a aussi des acquis, de bons acquis sur lesquels on peut capitaliser. Et je pense qu'en développant ainsi la gestion collective, ça nous permettrait de pouvoir arriver à un marché qui se démarque dans la région. Merci beaucoup. Alors, sur cette question, parce que là, on a remarqué qu'effectivement, à travers les OPCVM, il y a de très bonnes collectes. Là, Eliane parlait de liquidité à certains niveaux. Mais la question qu'on pourrait se poser, c'est de dire, écoutez, il faut combien de fois minimum pour aller investir sur, par exemple, investir dans ces OPCVM. Et dans la majorité des SGU, on vous dit qu'il faut au minimum avoir 500 000 francs. Et c'est quand vous avez 500 000 francs que vous avez la d'ouvrir peut-être chez vous. Et après l'ouverture de compte, si vous avez la possibilité de donner une... Alors, 500 000 francs, est-ce que ça dit que ça pourrait être peut-être seulement réservé à une tranche à tout le monde, quand on sait qu'il y a des valeurs de 5 000 ou de 10 000, ce qui pourrait créer ça? Est-ce que déjà là, est-ce à dire qu'on ne connaît pas peut-être mieux le produit ou le produit peut-être présenté sous la forme de dire, écoutez, rentrez à partir de 10 000 ou 15 000 euros? Bon, après ça, c'est une question qui soit, on va pas faire de... On va parler du général. C'est une question, en fait, qui est, je dirais, personnelle à chaque entité, à chaque société de gestion. En tout cas, pour nos fonds, il n'y a pas de minimum d'entrée. Je parlais tantôt de pouvoir atteindre le marché. Moi, mon objectif, c'est que demain, j'ai une application qui me permette de capter, de collecter l'épargne du marché Gouraud, par exemple. Donc, je veux dire qu'aujourd'hui, nous, on ne met pas, en tout cas pour notre part, de limite à l'investissement. Autant on a besoin de la personne lambda qui investit, qui est quelque part dans son activité aussi petite qu'elle soit, autant j'ai besoin des institutionnels. Il faut un marché aussi qui soit équilibré. Parce qu'à un moment donné, on a eu justement ce problème-là. On avait orienté justement l'investissement, comme tu le dis, en cherchant à avoir plus d'institutionnels. C'est vrai, ça donne plus vite l'argent, voilà, moins d'efforts. Avoir cette épargne des institutions financières. Mais derrière, quand on a eu le fameux article de CIMA qui a demandé de faire des provisions aux compagnies d'assurance, quand on a commencé à voir la baisse du marché, on a vu la réaction de ces compagnies d'assurance. Beaucoup de ventes. Donc aujourd'hui, il y avait certaines SGO qui avaient capitalisé sur les personnes physiques, sont celles qui sont restées, en tout cas, établies. Celles qui étaient les plus grosses, pour ne pas citer de nom, ont vu leurs assets vraiment fondre en termes de valeur. Donc, avoir un marché équilibré en termes d'investisseurs, de couches et de cibles est très important. Pour moi, il n'y a pas la politique d'avoir un minimum, un ticket d'entrée. C'est vraiment personnel à chaque société de gestion. Peut-être l'appel serait de dire qu'il faudrait que les intervenants que nous sommes puissions rendre le marché accessible. On a des parts de fonds communs de placement qui sont à 3 000 francs. Pourquoi est-ce qu'on met un minimum de placement à 500 000? C'est quoi l'objectif en fait? Il faudrait qu'on puisse permettre au marché d'être accessible à toutes les couches de la population. C'est comme ça qu'on va arriver à développer quelque chose. Très bien. Ça veut dire qu'aujourd'hui, même si j'ai 5 000 ou 2 000, 3 000, 10 000, je peux venir juste ouvrir un compte chez vous. Et c'est OK ou... Oui. D'accord. M. Mohamed. Ensuite, Eliane. En connaissance de la réglementation, il n'y a pas de minimum pour les OPCVM, mais juste une condition. Il faut que le montant investi est égal à la valeur liquidative de la semaine. Donc s'il a 10 000, il faut 10 000 minimum. Donc c'est la seule condition. Merci beaucoup. Eliane, vous voulez intervenir sur ce sujet? Peut-être juste dire que de ce que j'ai pu voir, c'est que c'est surtout les sociétés de gestion et d'intermédiation qui mettent un ticket d'entrée parce que justement, en achetant des titres, il y a un certain nombre de coûts qui vont avec et pour que cela reste intéressant pour le client qui arrive et pour la société, ils ont mis un minimum. Par contre, sur la gestion collective, l'un des avantages, c'est que quand on a mis 3 000 francs, quand on a mis 100 millions, c'est une part qui est valorisée tous les jours. Donc la part, si elle a pris 10%, qu'on ait 3 000 francs ou qu'on ait 100 millions, elle a pris 10%. Et c'est en ce sens que c'est vraiment un produit accessible à tous les budgets.
Merci beaucoup, Eliane. Alors, sur le dernier volet, qui est le programme d'éducation financière, parce que tout à l'heure, on ne parlait que pour la plupart des acteurs du marché financier, il faudrait qu'il y ait une bonne communication financière. Il faudrait aussi que ces entreprises soient peut-être notées du point de vue financier. Alors, sur ce volet, Monsieur Stan, qu'est-ce que vous pourrez nous dire en ce qui concerne la notation financière, surtout pour rendre ce marché financier attractif? Alors déjà, sur un marché financier, il est important de réduire ce qu'on appelle l'asymétrie d'information entre le pourvoyeur de capitaux et le demandeur de capitaux. Donc, parce que quand un investisseur investit, il se pose 3 questions essentielles. Quelle est l'opportunité d'investir? Parce qu'il mobilise son capital et il subit ce qu'on appelle une perte économique. Donc, pourquoi il mobilisera son capital dans tel investissement et pourquoi pas un autre? Donc, la notation va lui permettre de faire ce choix-là. La deuxième question, c'est quel type de retour sur investissement auquel il devrait s'attendre quand il investit. Évidemment, la notation financière va également lui donner cette information-là. Et la troisième question, c'est quel est le risque de perdre son capital. Donc, la notation aussi va lui donner cette réponse. Parce qu'en réalité, l'objectif de la notation, justement, c'est d'établir la capacité et la volonté d'une entité emprunteuse à faire face à ses obligations financières, à court, moyen et long terme. Donc le rapport que nous allons sortir va donner une visibilité très claire sur la qualité de crédit de l'entité qui emprunte. Et dans cette qualité de crédit, évidemment, on va regarder plusieurs aspects. On va regarder les aspects de gouvernance, de liquidité, de tout ce que vous pouvez imaginer, qui permettrait d'établir la crédibilité et la solvabilité. Parce que quand je parle de crédibilité et de solvabilité, c'est des mots qu'on confond généralement, mais vous devez avoir non seulement la capacité de rembourser, mais vous devez aussi avoir la volonté de rembourser. Parce que pour avoir la capacité et pas la volonté, et vice-versa, vous devez avoir les deux, et la capacité et la volonté. Vous me direz pourquoi on n'aurait pas la volonté si on a la capacité. Je vous donne un exemple très simple. Vous regardez, c'est vrai qu'on prend souvent l'exemple des États-Unis, mais c'est des bons exemples. Il y a ce qu'on appelle, vous savez qu'aux États-Unis, pour que l'État fasse un paiement, il faut que ce soit ordonné par le Congrès. Donc, généralement, quand vous avez un Congrès majoritairement démocrate, par exemple, et puis le président républicain, ou vice-versa, il y a toujours des blocages politiques. Donc, et c'est pourquoi on vous dit des fois, le government shutdown, le gouvernement est fermé, on ne paye plus les gens, on renvoie les gens. Les gens sont techniquement renvoyés parce que le budget n'a pas été voté. Et dans une condition comme celle-là, toutes les obligations de l'État américain pourraient faire défaut. Mais un défaut technique, ce n'est pas qu'ils n'ont pas les moyens. Mais techniquement, ils ne peuvent pas payer parce qu'il n'y a pas d'autorisation pour payer. Donc ils feront défaut, et ce défaut, c'est un manque de volonté de payer, parce qu'ils ont les capacités de payer. Donc la volonté de payer est différente de la capacité de payer. Il faut avoir les deux. Je pense que depuis qu'on a créé cet agent de notation financière, donc qui était d'ailleurs la première pour commencer, donc qui a été introduite en 2009, on l'a créée en 2007, mais elle a été introduite en 2009 dans la réglementation comme obligatoire pour toutes les entités qui font appel public à l'épargne. Et on a bien vu que ça a amélioré de façon significative le marché des capitaux. La première chose, c'est que quand vous êtes noté et vous avez ce qu'on appelle une note d'investissement, c'est-à-dire que votre qualité de crédit part de risque modéré à risque extrêmement faible. Donc il y a deux catégories. Il y a la catégorie d'investissement et il y a la catégorie spéculative. Dans la catégorie d'investissement, vous êtes de risque modéré à risque extrêmement faible. Donc c'est une catégorie où vous êtes supposé être crédible, de moyennement crédible à très crédible. Dans cette catégorie-là, vous n'êtes pas soumis à la garantie. Ce que ça veut dire, ça réduit de façon significative votre coût d'emprunt. Avant la notation financière sur ce marché, vous devriez garantir à 100% à première demande toutes vos émissions, quelle que soit votre crédibilité. Donc ça veut dire qu'il n'y avait même pas de discrimination de crédibilité. Que vous soyez crédible ou pas crédible, ça n'avait aucune espèce d'importance. Ce qui est vraiment incohérent pour un marché des capitaux. Aujourd'hui, la notation est venue justement introduire ces discriminations-là. Quand vous êtes dans la partie
spéculative qui part de risques assez élevés à défaut avéré, vous devez payer une garantie ou présenter une garantie, mais pas systématiquement à 100%. La garantie va être fonction du niveau de crédibilité où vous vous situez dans la partie spéculative, ce qui fait sens d'ailleurs. Donc celui qui est risqué, celui qui a 2B+, par exemple, qui est risque assez élevé, ne va pas produire la même garantie que celui qui a B+, qui est risque élevé. Et ça a un sens dans le marché des capitaux. Donc la notation est venue justement créer ces discriminations-là et faire de sorte à ce que les conditions d'emprunt vont être fonction de votre qualité de crédit. Donc l'argent va coûter en fonction de si vous êtes crédible ou pas, ou peu crédible. Et donc ça donne aujourd'hui un marché qui est cohérent. Un marché qui est cohérent, un marché qui répond aux normes de crédit, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Et aussi, en termes d'asymétrie d'information, on donne l'information à tout le monde pour décider dans la société dans laquelle ils vont investir. Et ça, c'est extrêmement important. Eliane a dit tout à l'heure, dans le cas, ceux qui ne sont pas des investisseurs avertis vont mettre leur argent dans les OPC-EVM pour que le spécialiste investisse. Mais quand vous mettez votre argent dans quelque chose, ce serait bien quand même d'avoir un minimum d'informations. C'est extrêmement important. Parce qu'en réalité, dans comment c'est structuré, l'opinion de l'expert vous engage, mais l'opinion de l'expert ne le criminalise pas si l'investissement ne fonctionne pas. Donc c'est important quand même quand on le confie à un expert qui évidemment a été choisi à cause de son expertise, donc qui sait. Mais un choix d'investissement n'est pas toujours seulement objectif. Il peut être subjectif. Il peut être aussi, comme je vous ai parlé tout à l'heure de Soukouk, le Soukouk, peut-être qu'elle, le Soukouk, elle ne croit pas au Soukouk, parce que bon, elle dit le Soukouk, non. Alors que vous, de par votre religion, vous estimez que le Soukouk, c'est ce qu'il faut. Mais si vous ne savez rien, si vous n'avez pas les informations, donc l'importance de l'information sur le marché financier est critique. Donc vous avez plusieurs sources d'information, mais la notation financière est une source d'information complète. Parce que non seulement elle fait des analyses, mais elle donne une opinion sur la capacité de l'emprunteur à faire face à ses obligations financières. Donc c'est un mécanisme qui est très puissant et qui d'ailleurs existe depuis plus de 130 ans et qui est aujourd'hui devenu l'outil par excellence des investisseurs. Et pourquoi il est devenu l'outil par excellence des investisseurs? Parce qu'il permet aux investisseurs de prendre des décisions. Ceci dit, un autre avantage de la notation financière, c'est que c'est une opinion qui est dynamique. Elle n'est pas gravée dans le marbre. Elle est valable 1 an, mais elle n'est pas gravée dans le marbre. Ce que ça veut dire, c'est qu'on donne une opinion sur votre qualité de crédit, mais elle peut changer. Elle peut changer 1 mois après, elle peut changer 2 mois après, en fonction d'éléments endogènes et exogènes que nous avons. Donc elle est très dynamique. Donc ce que ça veut dire pour un investisseur, tant que l'argent de notation financière ne prend pas une position, la note qui est sur le rapport correspond à la qualité de crédit de l'entité notée au tenté quand vous demandez cette qualité de crédit-là. Il y a un suivi permanent qui est fait et chaque note vient avec une perspective. Donc la perspective va indiquer la tendance de la note. Donc vous voyez que c'est un processus qui est assez dynamique et qui permet justement de rassurer les investisseurs. Très bien. Merci beaucoup, M. Zizé. Alors, sur les programmes d'éducation financière, surtout de formation, de sensibilisation, tant du point de vue investisseur que du point de vue épargnant, on va voir maintenant dans chaque acteur du marché financier, qu'est-ce que, chez vous, dans vos différentes structures, qu'est-ce que vous avez mis en place ou comment vous accompagnez les programmes qui sont déjà en place pour éduquer non seulement vos investisseurs, mais aussi vos épargnants que vous avez dans le portefeuille, mais les épargnants aussi potentiels. Donc, on va commencer, Eliane, oui. Merci. Alors nous, dans notre cas, on essaye de faire beaucoup de vulgarisation. On fait de la vulgarisation. À travers nos réseaux sociaux, on est très présent et où on part de l'explication du vocabulaire de la bourse, des concepts de la bourse, à des questions même. On répond à des questions de nos internautes pour lever les freins
à l'investissement, les décomplexer aussi sur des sujets qui peuvent sembler très compliqués à distance. On forme aussi nos prospects et nos clients de façon régulière. On les reçoit, on échange déjà parce que ce sont des personnes qui ont ouvert leur compte et qui ont déjà une première expérience, qui ont des questions auxquelles ils ont été confrontés, et on les forme. On leur donne aussi des ressources où aller chercher les informations. Déjà décortiquer le bulletin officiel de la cote, lire notre newsletter quotidienne qui parle de l'actualité du marché financier, et puis surtout continuer d'être vigilant face à toutes les offres qui peuvent leur être présentées, particulièrement quand le marché était baissier et où beaucoup de personnes perdaient confiance dans le marché. Ils avaient à côté des offres qui pouvaient sembler très attractives, où on leur parlait de garantie, et ils entraient pour avoir un taux qui était exceptionnel, mais en même temps, à la fin, beaucoup ont malheureusement perdu de l'argent par manque de connaissances et parce qu'ils ne savaient pas dans quoi ils s'engageaient. Donc notre rôle se fait sur ce sujet. Aujourd'hui, on est en train de réfléchir à une application digitale et qui permettra de favoriser les souscriptions de nos clients, mais aussi qui leur donnera quelques indicateurs pour leur prise de décision. Merci beaucoup, Yann. Alors, M. Mohamed Lemridi, chez vous, qu'est-ce que vous avez mis en place pour accompagner ce genre de programme? D'accord, merci. Alors, effectivement, l'éducation financière, il joue un rôle très important dans la démystification de la bourse ou bien du marché financier en général, parce que c'est des produits qui sont complexes. Tout le monde n'a pas les connaissances pour comprendre la bourse, les produits financiers. Donc nous, dans notre approche à notre régie à soi, en dehors de la vulgarisation sur les réseaux et sur nos contacts téléphoniques par mail chaque jour avec les commerciaux, on organise de temps en temps des séances de formation. Donc chaque fois, on choisit un groupe, par exemple d'une vingtaine de clients, et on met en place une formation dans nos locaux. Une formation, c'est comme dans la classe. C'est quoi un dividende, c'est quoi un rendement dividende, c'est quoi un PER, des indicateurs financiers. Et avec le temps, il y avait des clients qui ne connaissaient même pas c'est quoi un dividende. Maintenant, ils parlent des PER, ils parlent des price to book. Tu vois, d'après leur témoignage, ils disent qu'ils sont devenus experts en marché financier. Et ça nous réjouit. Bien sûr, en dehors de la formation sur place, dans nos locaux, il y a un contact permanent avec nos clients par téléphone et par mail. Il y a des échanges presque chaque jour. Et ça donne des fruits. Et on est très content des retours de nos clients, de nos épargnants. Merci beaucoup, M. Mohamed. Alors, avant de revenir à Orphée, je pense qu'on va reprendre Dr Diagne. Alors, Dr Diagne, vous voulez intervenir sur ce sujet. Peut-être chez vous à la BIDC, est-ce qu'il y a des programmes qui sont peut-être en place ou vous accompagnez ce type de programmes qui sont peut-être déjà faits? Oui, merci. Au niveau de la BIDC, au début, qu'est-ce qu'on a essayé de faire? Des fois, il nous arrive de vouloir emprunter de l'argent, soit nous-mêmes ou peut-être accompagner des partenaires qui sont principalement des compagnies à vouloir mobiliser des capitaux. Les gens et d'une manière générale, en Afrique, les gens vont faire un rush pour prendre un prêt bilatéral avec une banque. Aujourd'hui, je crois que ce qu'on a fait, on s'est assis d'abord avec les clients, on a essayé de comprendre ce qu'ils veulent faire, les besoins et le cycle de cash. Parce que des fois, tu vois des clients, pour des raisons de taux, ils vont prendre un crédit de 3 ans ou un produit financier de 3 ans pour financer un besoin sur 5 ans ou sur 10 ans. Et après les 3 ans, ils vont commencer à avoir des tensions de trésor. Donc, comprendre les besoins du client, comprendre aussi l'appétit de risque des différents intervenants, que ce soit le prêteur ou l'emprunteur. Une fois qu'on a ces deux besoins, on pourrait en déduire une stratégie de financement ou une stratégie d'investissement s'il s'agit d'un prêteur. Et à partir de là, maintenant, on va essayer de compléter le puzzle avec les produits financiers. Et tout ça là pourrait être intégré dans un programme de développement, de capacity building, pour mieux éduquer les clients, pour mieux éduquer les investisseurs, pour que autour de la plateforme, qu'on trouve une solution où les gens qui prêtent
prête aux gens qui en ont besoin, mais avec les meilleurs produits. Et c'est la raison pour laquelle, au niveau de la BIDC, ces 12-18 derniers mois, on a fait beaucoup de training et qui ont abouti à des résultats relativement très bons, si j'ose dire. Et je crois que peut-être on pourrait dupliquer des recettes comme ça au niveau de la bourse. Merci. Merci beaucoup, Dr. Diagne, pour l'intervention. Alors, donc, on va terminer sur ce sujet avec Orphée. Qu'est-ce que vous avez mis en place? Est-ce qu'il y a des programmes que vous accompagnez ou comment ça se passe chez vous? Alors, pour nous, on a mis en place plusieurs programmes à destination de nos clients. Donc, en fonction de chaque cible, il y a des programmes qui étaient destinés justement aux entreprises, donc aux institutionnels, à toutes sortes de grandes entreprises, donc clientes. Il y a aussi des programmes destinés aux petits porteurs, donc aux particuliers, à travers des webinaires qu'on a organisés récemment et tout au long de l'année 2020 et cette année 2021 également, qui permettent de parler de l'épargne financière, expliquer c'est quoi les produits financiers, non pas pour mettre en avant nos produits, mais pour éduquer nos clients pour qu'ils comprennent ce sur quoi ils placent et investissent. On a eu aussi formé plusieurs employés d'entreprises de la place. Donc ça, c'est une initiative qu'on a et qui continue d'ailleurs. Donc plusieurs entreprises, notamment du secteur énergie, du secteur maritime également, donc qui ont été formées, dont les employés ont été formés. Et ça, c'est des initiatives je dirais que nous tenons de façon gratuite. Donc, on s'entend avec l'entreprise pour aller former leurs employés sur le sujet de l'épargne financière de façon globale, de façon générale. On a aussi associé notre image Société Générale au SICA Invest Challenge, qui a eu lieu donc l'an dernier et cette année avec la finale. Ce sont autant d'initiatives, en tout cas, que nous entreprenons et que nous soutenons dans le but de permettre à nos épargnants, à nos investisseurs de comprendre les produits de marché financier. Parce que ce qui est important de retenir, c'est qu'une fois qu'on a un marché qui se porte bien, on a un cadre réglementaire, on a des produits qui sont diversifiés, qu'en est-il de ceux qui utilisent ces produits-là? Et je pense que le risque est grand quand on a un client qui ne connaît pas notre produit. C'est comme si on achetait une machine à laver sans notice. Le client une fois qu'il se casse la gueule, il dira que le fabricant est nul. C'est la même chose avec les produits du marché financier. Je pense que ce risque est déjà réalisé quand on a vu ce qui s'est passé avec la baisse du marché. Donc il est important d'accompagner l'éducation financière. Merci beaucoup, Orphée. Merci beaucoup, chers panélistes. Je pense qu'on arrive au terme déjà de nos échanges. On va laisser la possibilité aux questions maintenant pour 15 minutes. Donc, s'il y a des questions, on va vous laisser le micro. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Bonjour, Flora Kwame, je suis de Société Générale. Merci pour votre intervention. Malgré tout ce qui est fait dans les différentes SGO et SGI pour participer à l'éducation boursière, mon constat est que le marché est encore jeune. Les investisseurs ont la culture du court terme. Donc, est-ce que vous ne pensez pas que la BRVM devrait un peu plus s'impliquer pour aider à l'éducation boursière? Parce que, comme Madame Monet l'a dit, si on a un bon fabricant, mais que l'acheteur, l'investisseur, l'utilisateur ne sait pas s'y prendre, à la fin de la journée, on aura un mauvais résultat. Donc, est-ce qu'on ne devrait pas un peu plus éduquer les investisseurs sur l'épargne, sur l'investissement de long terme, parce que, en gros, sur le marché boursier, le point important, c'est l'horizon de long terme. Merci. Merci beaucoup pour votre question. Est-ce qu'il y a... Merci, je crois que c'est une très belle question. En réalité, c'est vraiment tout un état d'esprit qu'il faut changer. Nous sommes dans un environnement où même les politiciens sont dans une logique de court terme. Tout le monde est dans une logique de court terme. Et donc, c'est quelque chose d'extrêmement important, à mon sens. Je crois que la BRVM fait déjà un gros travail là-dessus.
mais tous les acteurs doivent être impliqués, comme Orphée l'a dit. Hein. C'est les acteurs, c'est le régulateur, c'est la BRVM, mais peut-être qu'on devrait faire un peu plus. J'avoue que nous sommes dans une culture où le marché des capitaux est vu comme quelque chose d'étrange, d'extraordinaire, de lointain. Donc il faut démocratiser ça. Tout à l'heure, le docteur Ndiaye, c'est ça, il disait il faut que les produits soient accessibles même à la dame du marché, quoi. Et je crois que c'est un travail qui doit être fait, un travail de proximité, une éducation de proximité, une pédagogie de proximité. Et ça, tout le monde doit le faire. C'est-à-dire que le marché des capitaux, dans le marché de capitaux à travers la bourse, doit apparaître aux citoyens lambda comme la banque. En réalité, ils ne sont pas effrayés par la banque parce qu'ils estiment que la banque, c'est concret. Mais ils ont l'impression que le marché des capitaux, le marché boursier, c'est de l'abstrait, c'est spéculatif. Parce qu'ils ne comprennent pas, mais il faut leur expliquer dans leur langage que c'est exactement comme la banque, c'est fait différemment, mais c'est exactement comme la banque. Donc il y a une pédagogie dans laquelle on devrait tous rentrer d'ailleurs. Nous, quand on a l'opportunité de le faire, on le fait. Mais il faut que ce soit fait à tous les niveaux, même les acteurs politiques. Quand ils parlent de financement des PME, quand ils parlent de financement des entreprises ou des personnes physiques, qu'ils incitent les gens à regarder le marché boursier. Et donc, par ricochet, il faut que le marché boursier, justement, soit accessible, finalement, à tous les citoyens lambda, de sorte à ce qu'on ait, justement, une relation qui soit pas très complexe et très compliquée. Mais il est extrêmement important qu'on rentre dans cette logique d'épargne à long terme et d'investissement à long terme. Donc, l'investissement, c'est aussi une épargne. Donc, c'est surtout cette logique d'investir à long terme. Les pays comme le Japon et tout ça réussissent ça, extrêmement important. Et ce qu'on dit souvent aux États, il est extrêmement important que les États commencent à comprendre que dans le marché des crédits, il y a deux choses qui sont extrêmement importantes. Hein. Ce n'est pas comment on appelle ça, ce qu'ils aiment toujours mettre en relief, ce n'est pas le stock de la dette qui est important. C'est qui est votre créancier et quel est votre service de la dette. Donc, qui est votre créancier, c'est extrêmement important. Donc, si vous êtes endetté vis-à-vis de vos citoyens, vous êtes moins exposé que si vous êtes endetté en devises étrangères ou à l'extérieur. Prenez un pays comme le Japon, dont 90 le Japon a un stock de la dette sur PIB de 200%, pendant que le benchmark, c'est 75%. Ça vous paraîtrait extraordinaire, mais en réalité, non, parce qu'ils sont endettés à 90% vis-à-vis des Japonais. Donc, ils n'ont aucun risque en réalité. Et donc, c'est extrêmement important. Dans cette éducation, et si les États se mettent dans cette logique d'emprunter domestiquement au lieu d'internationalement, parce qu'en réalité, finalement, on va regarder leurs besoins sont en monnaie locale, mais ils empruntent en devises étrangères. Allez comprendre quelque chose. Je pense que quand ils rentreront dans cette logique, ils vont certainement commencer à, si vous voulez, à éduquer les gens à épargner. Et c'est extrêmement important. Cette épargne, et je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure, la profondeur du marché. Mais c'est ça, c'est tous les épargnants, ça peut être la femme du marché, le boutiquier et tout ça. C'est ce qui va constituer cette grosse épargne-là. Donc c'est extrêmement important. C'est une question qui est très d'actualité. Très bien. Merci beaucoup. Orphée, oui. Juste rajouter qu'il y a aussi un rôle très important des différents acteurs. On a vu avec la baisse du marché financier, la réaction justement du citoyen lambda, du particulier, qui vendait systématiquement après, dès le début de la baisse. Mais pourquoi? C'est parce qu'au moment où il investissait, il y avait des gens qui lui ont dit, quand tu investis donc pour les IPO, c'est-à-dire en cote première d'une entreprise, 2 semaines après, tu fais du 50%. Quelqu'un qui entend ça et qu'au troisième IPO, il ne fait pas 50%, mais il fait moins 10%, il a peur. Il a peur, en fait. Donc, ça dépend de la façon dont nous, en tant qu'acteurs du marché financier professionnel, abordons les clients. Si on ne leur dit pas, cet investissement-là, tu peux avoir 50%, d'accord. Voilà l'historique. Donc, ça, au moins, c'est factuel. Voilà la tendance, voilà les risques associés. Ça permettra à l'investisseur de savoir comment il investit et pourquoi il investit. Il peut avoir un besoin. Il y en a qui ont investi, par exemple, en plein 2016, là où juste en 2015, donc avant que la baisse ne commence, pour pouvoir réaliser des projets immobiliers plus tard.
Celui-là, il revient en 2016, on dit ça a baissé, atteint un peu. 2018, ça a baissé, atteint un peu. 2019, il commence à s'impatienter alors qu'il veut construire sa maison où le promoteur immobilier lui demande de ramener le capital pour pouvoir, je veux dire, confirmer son investissement. Donc, quand on a des acteurs qui souvent ont une défaillance donc, dans l'accompagnement du client, et ça, il faut le dire, c'est très grave pour le marché. Donc, l'éducation financière passe aussi par là. Non pas forcément des formations sur les grandes places, mais dans son bureau, quand on reçoit un client, on a l'obligation de lui donner les informations totales sur le produit financier qu'on a, comment ce produit-là est caractérisé et savoir si vraiment ce produit est adapté au client. Pas parce que je veux faire du courtage que je dis au client d'acheter telle société, mais parce que j'estime que si le client achète cette société aujourd'hui en fonction de ses besoins ou en fonction de ses objectifs, cela lui sera profitable. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Orphée. Alors, on va prendre juste une dernière question. Allez-y. OK. Le micro, OK. Merci le panel pour la qualité déjà des échanges. J'ai deux questions. La première question est sur le cadre réglementaire. Alors, on sait que c'est très difficile de faire passer de nouvelles régulations puisque la procédure est déjà longue et très souvent le régulateur ou l'État sont quand même, posent une certaine résistance. Alors, est-ce que c'est possible déjà d'utiliser le cadre actuel réglementaire pour pouvoir créer des produits? Je pense par exemple à des REITs, par exemple, Real Estate Investment Trust, qui existent ailleurs et qui permettent par exemple de pouvoir développer tout ce qui est infrastructurel. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est surtout sur la société de notation. Alors, on se rend compte aujourd'hui que ces informations sont assez importantes, puisque c'est la base en tout cas, c'est l'un des éléments qui décide l'investissement qui doit être fait par pas mal d'acteurs, notamment les institutionnels. Donc, je parle des asset managers, je parle de banques et autres. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous avez un système où on a plus d'informations que juste la notation? Qu'est-ce que je veux dire? Par exemple, les filings. Est-ce que vous avez un système qu'on peut consulter à tout moment pour pouvoir avoir ces informations, notamment les filings, l'historique en termes de paiement de dividendes, price per shares, etc. Donc, avoir une certaine profondeur sur l'information parce que juste la notification, juste la note est bien. C'est déjà quelque chose d'excellent. Mais on a besoin d'avoir plus d'informations pour pouvoir prendre des décisions d'investissement, surtout sur des montants assez importants. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, la première question, est-ce qu'on peut utiliser la réglementation actuelle pour créer de nouveaux produits? Juste rapidement, alors, on va pas citer les contemporains, mais la réglementation actuelle, telle qu'elle est, en tout cas pour parler de la gestion collective, ne permet pas, par exemple, d'aller sur des organismes de placement collectif en immobilier. Certains ont voulu en faire l'expérience en se basant sur cette réglementation actuelle et on sait ce que ça a donné. Donc voilà, elle ne permet pas de le faire. Et elle est en projet déjà, donc le régulateur a bien compris que c'est un besoin exprimé par tout un chacun. Et elle est en projet, je pense que d'ici juin 2022, j'espère qu'il y a quelqu'un qui est là du régulateur pour se mettre la pression, on pourra avoir quelque chose de sorti. Parce qu'aujourd'hui, c'est clair que tout le monde, les gens ont plus l'oreille attentive quand on dit tu vas avoir un peu de cette maison que quand on lui dit tu vas avoir un peu de cette société. Parce qu'il ne connaît pas la société, il ne sait pas ce qu'elle donne, il ne comprend pas. Mais quand on lui dit tu vas avoir un bout de cet actif immobilier, il comprend mieux, en tout cas pour nous les Africains. Et je pense que ça, on est en train d'y arriver. Merci beaucoup, Mohamed. Juste pour rajouter Oui, allez-y. la première question. Donc effectivement, la réglementation actuelle ne permet pas la création de nouveaux instruments financiers. Tout ce qui passe par le marché financier doit passer par le CREPMF. Ça, c'est le règlement général qui le dit. Donc, pas d'innovation, il faut valider le projet par le CREPMF d'abord avant de le lancer. Donc, si vous faites un produit financier
sans l'aval de Crêpebeuf, il sera stoppé. Je crois que ce que ça veut dire tout simplement, c'est qu'il faut qu'il y ait plus de volonté politique d'aller un peu plus rapidement. Parce que je veux dire, une réglementation, on n'est pas obligé de la faire en 10 ans. On peut la faire en 2 mois, 3 mois s'il y a une volonté politique. Donc ça vous montre un peu l'esprit. Je crois que ce qui doit changer ici, c'est vraiment la volonté politique de faire les choses. Et déjà d'avoir même ceux qui font, ceux qui impulsent ces réglementations, il faut que ce soit des gens qui soient des adeptes du marché financier. Il faudrait que nos politiciens qui valident après, qui sont là-haut, comprennent déjà le marché financier. Donc c'est extrêmement important. Sur la notation financière, on ne se contente pas de donner une note. La note est corroborée par un rapport. D'ailleurs, pour nous, la note ne veut rien dire parce que les gens ne comprennent pas les notes. Donc il y a un rapport, en majorité, en moyenne, le rapport fait 20 pages. Il est suffisamment détaillé. Sauf que, bon, pour accéder à ce rapport, il faut accéder à notre base de données. C'est un travail qui est fait, il faut qu'il soit rémunéré. Donc, il faut accéder à notre base de données, vous aurez accès à ce rapport, il n'y a aucun problème. Quand on fait la notation des pays, le rapport fait 35 pages. C'est ça la différence entre nous, justement, les agents de notation financière panafricaine et les agents de notation internationale qui vous donnent 6 pages de rapport qui sont insignifiantes. 6 pages de rapport ne peuvent pas expliquer la logique de la note qu'ils ont donnée sur un pays comme la Côte d'Ivoire ou le Kenya, par exemple. Nous, on vous donne 35 pages de rapport qui est suffisamment détaillé. Et donc, on ne se contente pas de donner la note. Évidemment, il y a un historique. D'ailleurs, chaque rapport de notation financière va établir les bases fondamentales même de l'entité qui est notée ou du pays qui est noté. La note à long terme, donc vous avez une note à long terme et une note à court terme. La note à long terme établit les fondamentaux et la note à court terme établit la liquidité. Donc vous avez tous ces détails-là dans le rapport. Voilà. Merci beaucoup, chers panélistes, pour vos différentes réponses. Alors, ça a été un plaisir pour moi, ça a aussi été un plaisir pour Mazars d'accompagner ce panel sur tous ces aspects. Je pense que, maître des cérémonies, je pense que nos très chers panélistes, merci beaucoup, cher public, merci beaucoup à tous d'avoir suivi ce panel. Je pense que là, il prend fin. Je pense que tu dois donner la suite du programme. Merci beaucoup. On va saluer notre modérateur ainsi que l'ensemble des... Et on va les mobiliser pour une photo de famille avec le photographe. J'espère que ça sera le plus long panel de la journée. J'espère. Et c'était assez intéressant de suivre les échanges parce qu'on avait le sentiment qu'avec les panélistes, la phrase de l'un était complétée par l'autre et ainsi de suite. C'était extrêmement harmonieux, en tout cas fantastique. On va essayer d'éviter de mettre les femmes en bout de ligne et inviter M. Zézé à rester, voilà, juste là. Alors, on n'a pas salué le docteur. Voilà, merci de le saluer par des ovations. Vous voyez, toute la salle est en train d'ovationner. J'aurais tellement voulu qu'on trouve un mécanisme pour que vous soyez dans la photo, mais on y arrivera pas. Alors, on va manger, mesdames et messieurs. On a une heure, on revient ici à 15h30. Donc, essayez de calculer le temps vous-même. Et le déjeuner va se faire en dessous au sous-sol à côté de la piscine. Très bon appétit et soyez rapides dans les... Oui. Allô. Non, il sait qu'on a fini. Docteur Diagne, on a fini, on va maintenant au déjeuner. Merci infiniment.